Voilà, voilà, c'est parti, ça a démarré. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va continuer un petit peu sur la lancée de la semaine précédente. Donc pour vous rappeler ce qu'on avait vu la semaine précédente, on a vu tout ce qui était chargement d'images. Et pour pouvoir charger des images, eh bien, on avait défini la notion de variable qu'on avait vu au cours précédent et qui nous permet d'associer vraiment un symbole quelconque que nous, développeurs ou utilisateurs, on va nommer. Et on va associer donc des données, hein. Donc ça se fait dans une partie qui se déclare avant le setup et qui nous permet comme ça de définir un ensemble de variables. Donc on va utiliser dans notre programme. Donc là, on avait utilisé notamment une variable qui nous permettait de charger une image via la fonction ou la méthode loadImage et qui nous permettait ensuite cette variable de manipuler ou en tout cas d'avoir accès à des informations sur la variable image. Et notamment, ben, on a eu accès à la largeur, la hauteur, et on avait même pu récupérer un pixel en particulier, ou en tout cas la couleur d'un pixel en particulier, ce qui nous avait permis comme ça de faire un sketch autour de la notion comme ça de réinterprétation d'un pixel. Bon, j'avais appelé ça pointillisme, mais bon, on avait vu que ben, on pouvait dessiner à partir de cette information n'importe quel type de figure géométrique. Donc on avait terminé, j'avais mis d'ailleurs, je- j'ai mis quelques gifs animés là. Donc ça, pareil, c'est des choses que je vais vous montrer assez rapidement. Le fait de pouvoir comme ça exporter des GIFs, c'est très simple en fait avec P5JS en trois lignes, mais voilà, on va avoir besoin notamment de la notion qu'on va voir aujourd'hui. Donc cette notion, c'est une notion voilà qu'on va un petit peu comme les variables qu'on va revoir au cours de la fin de la deuxième partie de ce semestre. Et on va voir cette notion, donc qu'on appelle notion de branchement, et qui va nous permettre d'exécuter des blocs de code en fonction de conditions. C'est-à-dire, on va être capable dans notre programme de dire des choses comme s'il se produit quelque chose, alors j'effectue cette opération. Sinon, je fais autre chose. Voilà, sachant que le sinon pourra être parfois optionnel. On n'écrira pas tout le temps le sinon. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est ça. Et on va principalement travailler ici avec un modèle de billes. Et on va réinvestir un petit peu les notions sur les variables. Donc ça, on va le revoir aussi. Et on va modéliser dans un premier temps une bille qui va rebondir comme ça sur les parois de la fenêtre. Donc on va décrire cette bille avec des variables. Donc on va voir comment on peut effectuer cette opération. Et ensuite, eh bien, on va la contraindre à l'intérieur du canvas. C'est-à-dire, on va lui indiquer que, eh bien, elle pourra pas s'échapper du canvas. Et une fois qu'on aura fait ça, donc l'objectif aujourd'hui, ça va être de reprogrammer le premier jeu vidéo qui est Pong. Et vous allez voir qu'on va utiliser ben, cette notion, donc ce modèle de bille, et on va utiliser une autre condition sur la raquette. En gros, on dira ben, plutôt que voilà, la bille reste à l'intérieur de mon canvas, à un moment, on va lui dire ben, est-ce que la balle rebondit ou pas sur la raquette. Donc ça, on va voir comment on peut le modéliser. Donc, il y aura quelque part dans notre programme, on dira, ben, si la balle est en contact avec la raquette, eh bien, la balle rebondit. Sinon, on remet la balle au centre et puis éventuellement, on pourrait incrémenter ou ajouter un point à l'adversaire. Donc ça, on le fera pas, mais c'est l'idée, voilà, de dire, de décrire un petit peu ce qui se passe, entre guillemets, dans notre programme avec des si et des conditions. Voilà donc ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça va être voilà, déjà pas programme un petit peu chargé. Comme d'habitude, je vous propose d'aller dans l'éditeur P5JS. Et puis, eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va explorer donc cette structure de programmation if. Donc, alors, bonjour Daniela, elle est en train de solutionner. D'accord, ok, super. J'ai pas pu lire tout le message. Elle m'a demandé de vous prévenir. D'accord, très bien. Merci.
Donc, ben, vous prenez, donc vous allez dans l'éditeur et puis vous prenez un sketch tout neuf. Et donc, on va ici découvrir donc cette structure if, donc qui est d'ailleurs une structure un petit peu universelle. Tous les langages de programmation, donc que ce soit en particulier le JavaScript à travers P5.js, disposent de cette structure, de pouvoir dire ben, on va exécuter quelque chose en fonction d'une condition. Donc là, on va faire quelque chose de très simple. On va regarder la position de la souris et en fonction de cette position de la souris, eh bien, on va afficher, ou en tout cas, on va dessiner un fond coloré. D'accord? Donc, on va faire une condition très simple. On va se dire, ben, si la souris est à droite de l'écran, on affiche telle couleur et sinon, donc ça veut dire si elle est à gauche, on affiche telle couleur. D'accord? Donc, très très simple et première introduction donc à cette structure de branchement. Donc là, ben, on va laisser ça ici, 400 par 400. Et puis ici, voilà, on aimerait écrire comme ça, si la souris est à droite, donc on va traduire avec des variables et puis avec un petit peu de logique. Qu'est-ce que ça veut dire que la souris est à droite de l'écran? Donc si la souris est à droite, donc ben, on va dire on dessine un fond blanc. Sinon, on va le traduire ici. Sinon, on dessine un fond balai noir. D'accord? Donc, on va essayer de traduire ça en code. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la souris est à droite? Bon, ben, on va regarder en fait la variable qui contient la position de la souris. Donc, ça, c'est une variable qu'on a vue qui est prédéfinie dans P5.js qui s'appelle mousex. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est à droite de l'écran? Donc, ça veut dire qu'elle est dans cette zone-là. Et la condition pour qu'elle soit dans cette zone-là, ben, c'est qu'elle soit finalement bien supérieure à l'abscisse qui est ici, à cette position. D'accord? Donc, si on a ici, on imagine une petite marque qu'on pourra dessiner d'ailleurs. Eh bien, donc si mousex est supérieur à cette valeur ici, eh bien, on est à droite, sinon, on est à gauche. Et donc, cette valeur ici, ben, en fait, c'est la moitié de 400. D'accord? Donc, ça, c'est des choses qu'on a déjà manipulées et que maintenant, ben, on va symboliser sous la forme donc, d'une condition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'on est à droite? Eh bien, ça veut dire, donc là, on va écrire if. Et vous voyez que quand j'écris if, hop, immédiatement, j'ouvre des parenthèses. Et ces parenthèses, en fait, elles vont contenir la condition qui va être évaluée. D'accord? Donc, une condition, très très souvent, ça va être de comparer en fait des variables. On va comparer en fait des quantités. On va dire, ben, est-ce que telle quantité est supérieure ou inférieure, ou est-ce qu'elle est égale à telle ou telle quantité? Et si oui, on va exécuter le bloc de code. Donc là, je vais l'écrire euh, voilà, if mousex donc supérieur à la valeur donc 200, qui est la moitié de 400. Donc le alors, on ne va pas l'écrire, mais on va ici positionner des accolades. D'accord? Donc attention, il n'y a pas de point-virgule après le if. Et cette structure if-là va conditionner en fait l'exécution de ce bloc de code. Donc là, vous voyez, c'est la première fois qu'on va écrire un bloc de code à l'intérieur de notre bloc de code qui correspond donc au gestionnaire draw. D'accord? Donc ça, ce gestionnaire-là, hein, il s'exécute de manière récurrente pendant que notre programme est en train de tourner. Et à l'intérieur de ce bloc de code, vous avez encore des accolades. D'accord? Donc là, on commence à ramifier un petit peu la structure de notre programme, ce qu'on n'avait pas forcément fait pour l'instant. Et d'où l'importance d'avoir comme ça une certaine rigueur quand on commence à ouvrir les accolades, ce que je vous avais dit, c'est-à-dire bah, dès que vous ouvrez une accolade, vous fermez cette accolade, pareil pour les parenthèses, et puis vous revenez à l'intérieur, de sorte à être sûr d'avoir à chaque fois que vous avez ouvert une accolade, vous la fermez, et pareil pour les parenthèses. Donc comme ça, vous êtes à jour
sur l'arborescence en fait de ces parenthèses et de ces accolades. Donc ça, voilà, si la souris est à droite, donc là, on compare la quantité mousexx à 200. Et si ça, il évalue que c'est vrai, que c'est vrai, donc mousexx pourrait être, par exemple, à la valeur, si je suis par ici, à la valeur 50. Donc, est-ce que 50, c'est supérieur à 200? Ben non. Donc là, il n'exécuterait pas ce bloc de code. D'accord? Donc là, il y a vraiment, voilà, Processing.js, ou en tout cas le langage, va regarder si cette condition est vraie. D'accord? Donc il pose en quelque sorte, c'est comme s'il posait une question à P5.js. Et si c'est vrai, eh bien, on se trouve à l'intérieur de ce bloc de code. Donc on a dit fond blanc, background 255. D'accord? Donc ça, je vais mettre ça en commentaire euh, pour l'instant. Et puis, on va voir ce que ça donne. D'accord? Donc là, pour l'instant, oui, bon, on va rien voir. Donc, pardon. Complètement débile ce que je fais, puisque si on met pas de background, ben, par défaut, il est blanc. Donc là, on va rien voir. Pardon. Donc, on va écrire la contrepartie. Et la contrepartie ben, va s'écrire ici. Alors, je vais le mettre ben, juste après le commentaire. Donc la contrepartie va s'écrire avec un else. Donc ça, la contrepartie, le sinon, il est pas obligatoire. Donc pas obligatoire. Sinon, en tout cas, on n'est pas obligé de l'écrire pour que le if fonctionne. Donc else, eh bien else, pareil, hop, on va avoir un bloc de code. D'accord? Donc si elle est à droite, j'effectue ce bloc de code-là. Enfin, en tout cas, j'exécute ce bloc de code-là. Sinon, j'exécute ce bloc de code-là. D'accord? Donc là, on a deux blocs de code, mais qui ne vont pas s'exécuter systématiquement dans le draw. Donc, ce qui était le cas pour l'instant, tout ce on écrivait dans le draw s'exécutait. Maintenant, c'est plus du tout le cas. On a comme si on prenait une espèce de bifurcation en fonction d'une question qu'on se pose. Est-ce que mousexx est supérieur à 200? Oui ou non? Et on exécute un bloc de code. Donc là, tiens, je vais remonter cette ligne et on va mettre donc background 0. D'accord? On va tester ça et normalement, ben, ça fonctionne. Donc là, vous voyez, dès que je me trouve donc mousexx inférieur à 200, eh bien, donc je dessine un fond noir. Et si je suis supérieur strictement à 200, je dessine un fond blanc. D'accord? Donc là, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce background 255 et background 0 ne sont pas exécutés systématiquement. Ils sont soumis donc à la condition est-ce que mousexx est supérieur ou pas à 200. D'accord? Alors, plutôt que 200, ce qu'on préfère, et donc ça, pareil, on va l'utiliser maintenant de manière un petit peu régulière, on va utiliser plutôt les variables width et height qui sont prédéfinies lorsque Processing appelle Canvas. D'accord? Donc là, on sait que dans la variable width, elle va contenir en fait la dimension, la largeur de notre canvas. Donc là, on va préférer écrire des choses comme ça. D'accord? Donc width divisé par 2, ben, il prend 400, puis il le divise par 2. D'accord? Donc l'avantage de faire ça, je vous rappelle, de raisonner comme ça un petit peu avec des variables, c'est que si je change ici la dimension de mon canvas, si je décide par exemple de passer en 800 par 800, eh bien je suis assuré que cette quantité-là correspondra bien au centre de l'écran. D'accord? Donc là, je peux le faire pour l'exemple. Si je passe en 500, 500, bien voilà. Donc là, je fonctionne toujours par rapport donc à width divisé par 2 qui correspond donc à l'abscisse ou en tout cas à la coordonnée du centre ici sur cet axe-là. D'accord? Donc tiens, on va pouvoir même on va le symboliser cette séparation pour que vous voyez bien qu'il y a vraiment ce delta qui s'effectue. Donc je vais simplement dessiner une ligne. Ben, tiens, j'ai dessiné une ligne rouge. Donc, je vais dire stroke de 155,00 ici. Donc, un stroke, ça permet de positionner la couleur de contour, en tout cas des lignes.
qu'on va dessiner dans Processing. Et puis, je vais dessiner une ligne. Donc, la ligne, elle part d'où? Donc, en X, elle va partir donc, de la moitié de l'écran, donc width divisé par 2. En Y, ben, je reste pour l'instant ici, donc en haut, entre guillemets, donc 0. Et je me déplace, donc je trace un trait en width divisé par 2. Donc, je ne bouge pas de X. Par contre, là, je me retrouve ici en 8, d'accord? Donc en 500. Là, on devrait voir voilà, cette ligne. Et puis, vous voyez que, hop, dès que je la dépasse, eh bien, je change bien de couleur de fond. D'accord? Donc ça, c'est cette structure-là, if, qui permet cette exécution de blocs de code. D'accord? Donc un bloc de code, c'est quelque chose qui embarque, ou en tout cas qui englobe une série d'instructions, donc délimitées par des accolades. Pareil, pareil que pour les gestionnaires. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Alors, je vais sauvegarder ce sketch-là. On est pour référence. Donc, c'est le cours numéro 5 et je vais l'appeler Introduction. Voilà. Donc, je vous passe l'adresse si vous voulez regarder. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment la version, je dirais, la plus simple du if. On est, voilà, sachant que là, j'ai écrit le else, mais on n'est pas obligé de l'écrire. C'est-à-dire, on peut avoir simplement l'écriture si j'ai une condition, j'effectue cette opération. Et puis ça peut être très souvent, on écrit des choses comme ça. OK? Donc, on va continuer. Je vais vous montrer. Alors, je ne sais plus si je vous l'avais montré parce que parfois je le montre en début, mais sans vraiment l'expliquer. Peut-être, alors je réfléchis si je vous le montre ici ou pas. Euh, ouais, non, je vais vous le montrer dans un autre sketch pour pas surcharger. Donc on va passer dans un autre sketch et je vais vous montrer l'utilisation de if avec une variable qui est prédéfinie et qui s'appelle mouse is pressed. Donc c'est une variable pareil à ranger à côté des mouse x, mouse y, width et height, donc variables qui sont déjà accessibles dans PC1JS sans qu'on ait à les définir et qui va contenir en fait un type de données, un booléen, ce qu'on appelle un booléen, c'est-à-dire une variable qui ne peut prendre que la valeur vrai ou faux. Voilà, donc c'est true ou false. Et MouseIsPressed va contenir en fait l'état du bouton ou des boutons de votre sketch. C'est-à-dire en gros, c'est une variable qui va contenir si l'utilisateur est oui ou non en train d'appuyer sur une des touches du clavier, sur une des touches de enfin un des boutons de la souris. Pardon, je vais y arriver. D'accord? Donc on va simplement faire un petit sketch comme ça qui va utiliser if et avec la variable combinée avec la variable mouse pressed. D'accord? Et puis on va voir là. Donc là, on a vu une évaluation d'une condition qui porte sur une inégalité par le biais donc du signe supérieur. On pourrait avoir le signe inférieur. Et là, je vais vous montrer comment on peut comparer deux variables et voir si elles sont égales ou pas. D'accord? Donc je vais ouvrir un nouveau sketch. Voilà. On va faire ici New. Et on va se positionner. Alors ici, c'est pas mal dans le canvas de 400 par 400. Je vais enlever ici le background de 120. Donc là, on va faire simplement, en gros, on va dire, si l'utilisateur est en train d'appuyer sur la souris, alors je vais dessiner quelque chose. Voilà. Donc on va reprendre un petit peu le sketch qu'on avait vu tout au début au cours numéro 2 quand on avait vu les variables mouse x, mouse y. Et simplement, là, on va rajouter le fait que, eh bien, on prend en compte si l'utilisateur est en train d'appuyer sur un des boutons de la souris. Donc, comment ça va s'écrire? Eh bien, ça va s'écrire avec if, donc parenthèse, hop. Alors, moi, ce que je fais, c'est qu'en général, j'écris le if, les parenthèses, donc entrantes, fermantes, et
j'écris voilà, les accolades immédiatement dessous. Voilà. Donc, comme ça, j'ai ma structure et je reviens à l'intérieur donc des parenthèses pour écrire la condition. Donc là, la condition, elle va porter sur cette variable mouse is pressed. D'accord? Donc, à ne pas confondre avec le gestionnaire mouse pressed, qui lui s'écrit function mouse pressed, donc en parallèle avec le setup et le draw. Et donc là, mouse is pressed, c'est une valeur qui contient soit true, donc vrai, ou soit false, faux. Et donc ça, on va le comparer. Et là, donc attention au signe. On est sur du signe égal-égal ici. Donc à mettre un petit peu en relation à ce qu'on a vu avec les variables la semaine dernière, où on écrivait des choses comme IMG égale quelque chose. Donc j'avais bien précisé que le égal était vraiment un signe d'affectation, c'est-à-dire qu'on va remplir une variable avec quelque chose, donc avec des données, avec une valeur. Ici, le signe, le symbole égal-égal, c'est vraiment un signe de comparaison. D'accord? Donc on va comparer deux choses. Et ici, on va comparer. Alors donc, évidemment, je n'ai pas précisé, mais quand on compare une variable à quelque chose, il faut que ce quelque chose soit du même type que la variable, hein. Vous n'allez pas pouvoir, par exemple, comparer une chaîne de caractères avec un nombre. Donc ça ne fait pas sens. Et donc, en général, quand ça ne fait pas sens, ben, vous avez une évaluation qui se fait à false. D'accord? Donc, si la chose n'est pas cohérente, votre évaluation de conditions sera toujours à false. Donc là, ben, on va comparer, on va dire, ben voilà, si, donc ça veut dire si l'utilisateur oula, si l'utilisateur est en train, on va dire, d'appuyer sur un bouton, d'appuyer sur un bouton de la souris, alors je dessine. D'accord? Donc là, on va dessiner un cercle. On va le positionner en mouse X et mouse Y, classique. Et on va lui donner un diamètre de 50. D'accord? Donc là, ce qui se passe, si je fais tourner mon canvas, et en fait, je ne vais dessiner voilà, que dès que vous appuyez sur un des boutons de la souris, eh bien, il va exécuter donc ce bloc de code. D'accord? Donc, ce qui permet d'améliorer un petit peu. Donc, je ne sais plus si on l'avait vu, parce que des fois, je le montre sans vraiment l'expliquer, si on l'avait vu en début d'année. Et vous voyez que là, on améliore un petit peu notre petit outil de dessin. D'accord? Voilà. Et à contrario, ben, on peut faire le contraire, hein. Donc ça, on peut essayer simplement pour voir ce que ça fait. On pourrait dire, bah, si je n'appuie pas sur le bouton de la souris, eh bien, je dessine. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il va dessiner tout le temps. Pardon, c'est-à-dire si, voilà. Et donc, dès que vous appuyez, ben, vous ne dessinez plus. D'accord? Donc ça veut dire en gros, si l'utilisateur n'appuie pas sur la souris, je dessine. Par contre, donc s'il appuie, vous voyez que ben, on fait rien. On n'a pas mis de else. D'accord? Donc ça, c'est pas très utile, mais c'est simplement voilà, pour vous montrer le mot-clé false. D'accord? Allez, je le remets à true. Et puis tiens, on va au démarrage du programme, on va peut-être dessiner un fond ici, 220. Bon, voilà. Background. Voilà, pourquoi niveau. OK. Voilà, donc là, vous voyez un if utilisé avec donc une variable ici qui va contenir donc, ce qu'on appelle un booléen, soit la valeur true ou soit la valeur false. D'accord? Et donc là, on compare à travers ce signe égal-égal. D'accord? Donc égal-égal, c'est vraiment signe de comparaison, à ne pas confondre avec le signe simple égal, qui est lui le signe d'affectation, donc de mise en correspondance entre une variable et sa valeur. D'accord? Voilà, donc pareil, tiens, je vais sauver ce sketch. Donc la 4U6 2021, on est sur le cours numéro 5 et on va dire if ici et mouse is pressed. Vous passez, tiens, pareil, je vous passe l'adresse.
dans le chat. Donc là, ça doit être bon, je pense. Voilà, je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, on a vu deux choses. On a vu donc comparaison, en tout cas évaluation d'une condition avec une inégalité. Donc, on compare toujours deux variables qui ont le même type, hein, qui vont contenir le même type d'informations. Et là, on a vu une condition avec une égalité. D'accord. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, donc on enchaîne un petit peu les sketchs. Je vais vous montrer un sketch qu'on va utiliser tout à l'heure dans le mini-pong qu'on va réaliser. Je vais vous montrer en fait comment on peut écrire des conditions en fait, qui portent sur comment dire, sur de la logique. On va être capable d'écrire des choses comme si, j'en sais rien, une condition est vérifiée et qu'une autre condition est vérifiée, alors on effectue ce bloc de code. D'accord? Donc ça, on va utiliser ce qu'on appelle un opérateur logique, le et, qui va nous permettre comme ça d'enchaîner plusieurs conditions en fait, ou de tester plusieurs conditions pour effectuer un bloc de code. Donc je fais ça, vous allez voir, dans l'optique de fabriquer la raquette. D'accord? Donc on va être capable de dire, eh bien, si la bille est à l'intérieur ou en tout cas si la bille est en contact ou non avec la raquette. D'accord? Donc ça, on va le faire et on va se le mettre dans un coin, puis on le réutilisera tout à l'heure voilà, je pense en fin de session vers 10 heures. D'accord? Bon, on va reprendre un sketch et je vais vous montrer donc cette notion de conditions avec de conditions avec opérateur, donc avec plusieurs conditions. Donc pareil, allez, on rouvre un sketch, donc je fais new. Voilà. Et donc, je vais, tiens, sauvegarder avec notre business. Voilà. 0,5 et on va l'appeler donc if et plusieurs. Donc là, pour l'instant, on n'avait qu'une seule condition. À chaque fois, on écrivait si la souris est plus petite que enfin, en tout cas, si la souris est à droite ou à gauche, on fait ça. Donc là, on va écrire des choses un peu plus, vous allez voir, un peu plus sophistiquées, mais qui restent largement accessibles. Et donc là, l'idée, c'est que, pareil, on va travailler avec Mouse X et Mouse Y. Et on va dire, donc ça, tiens, je vais le déplacer. Bon, je vais le laisser ça ici. Et là, je vais reprendre un petit peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc, je vais dire si Mouse X donc, est supérieur à width divisé par 2. Donc, je reprends exactement hein, la même logique que tout à l'heure. Donc je dessine, alors, je sais plus ce que j'avais pris tout à l'heure, mais c'était donc fond, je pense, blanc. Sinon, je dessine ici un fond noir. Ça, vous pouvez presque copier-coller ce qu'on a fait précédemment. Ok, donc ça fonctionne. Alors, je réfléchis comment je peux. Ouais. Donc là, l'idée, ça va être de tester, en gros, si la souris est à l'intérieur. Donc, ce que je vais vous montrer, donc c'est ouais, c'était peut-être pas la peine de reprendre ce qu'on avait fait précédemment. Et on va essayer de tester si la souris est à l'intérieur d'un rectangle en fait, qui est positionné sur l'écran. D'accord? Donc, on va tester ça. Donc, on va dessiner le rectangle. On va le dessiner. On va se dessiner ici. Alors, on va le dessiner. Tiens, on va le dessiner en rouge. Voilà, donc, pareil, on va se dire stroke 255. Et on va se faire un no-fill pour l'instant. Et on va dessiner donc un rectangle. On va le dessiner. On va le dessiner, j'en sais rien. Alors, on va essayer de le
Je vais dessiner par rapport au centre de l'écran. Donc, je vais prendre, allez, on va prendre 150 pour X. Y, pareil, on va prendre 150 et on va aller jusqu'à 250. Pardon, c'est la largeur et la hauteur, donc on va dire 100 et 100. D'accord? Voilà. Donc là, l'idée principale, ça va être de définir un effet qui s'appelle le rollover. C'est-à-dire, en gros, eh bien, on va indiquer, on va changer la couleur en fait de remplissage euh, de notre, euh, de notre rectangle, comme si finalement la souris passait par-dessus par-dessus le rectangle. D'accord? Donc on va faire ça et on va préciser. Donc qu'est-ce qu'il faut écrire pour dire si la souris est sur le rectangle. Donc vous allez voir que ça va prendre en gros des conditions, plusieurs conditions qu'on va écrire de manière synthétique à l'intérieur d'un if. D'accord? Donc ça va revenir à dire en gros si la position de la souris est supérieure donc, à cette partie ici, donc à la partie, enfin en tout cas à l'arête gauche de notre rectangle, donc on va écrire des choses comme si mouse X est supérieur à 150, mais il va falloir que aussi on dise que et si la souris est inférieure, en tout cas mouse X est inférieur donc à cette valeur qui représente donc 150 plus 100, donc c'est 250, eh bien, ça veut dire qu'on est dans cette colonne, d'accord? Donc ça, c'est pas mal. Et pareil, on va écrire la même condition donc sur mouse Y. Donc il va falloir que pour que le pointeur souris soit à l'intérieur donc de ce rectangle, il faut que donc mouse X soit supérieur à 150 et plus petit, donc et plus petit que 250, mais en même temps que mouse Y soit plus grand que 150, mais plus petit aussi et plus petit que 250. Donc vous voyez que pour qu'une le pointeur souris soit à l'intérieur de ce rectangle, eh bien en fait, il faut écrire quatre conditions qu'on combine avec l'opérateur et. D'accord? Donc il faut qu'on dise si mouse X est supérieur à 150, bon ben je suis ici, et inférieur à 250, bon ben voilà, je suis à l'intérieur, et mouse Y supérieur à 150, je suis ici, et mouse Y inférieur à 250, ben, ça veut dire que mon pointeur souris est vraiment dans cette zone-là. Donc on va écrire ça et quand on sera à l'intérieur, ben, on va dire que le rectangle va se dessiner avec un fil, donc avec une couleur, bon, ça pourrait être la couleur rouge comme ça. Et par contre, s'il est à l'extérieur, si le pointeur souris est à l'extérieur, eh bien, on dira que bon, on le dessine avec un fond, voilà, avec nos fils, d'accord, donc sans fond. D'accord, donc on va écrire ça, et ça, on va l'écrire, ben, puis on va reprendre cette condition-là. On va reprendre cette condition. Donc, je vais sortir les backgrounds, parce que c'est pas ce qu'on veut faire, et on va ici simplement positionner, donc on va se dessiner le background à 220, donc la valeur par défaut, fond gris, d'accord? Et là, on va écrire donc la condition si le pointeur souris est à l'intérieur, agrandir la fenêtre pour avoir un petit peu plus de place, est à l'intérieur donc du rectangle. Alors, on définit, l'option de dessin, l'option de remplissage. On définit le remplissage en rouge. D'accord? Sinon, sinon, ça veut dire qu'on est à l'extérieur du rectangle. Si on n'est pas à l'intérieur, ça veut dire qu'on est, voilà, on est dans la zone qui entoure finalement ce rectangle. Sinon, pas de remplissage. D'accord? Donc cette condition-là, je l'enlève pour l'instant. Ça ne vous intéresse plus. Je vais ici mettre donc fil 255.00, c'est bien ce qu'on veut exécuter. Et ici, je vais me positionner en no fil. D'accord? Donc là, j'écris directement en fait le corps des blocs de code
qui doivent répondre donc aux conditions que je souhaite. Alors attention, petite subtilité, je vais enlever ici le no-fill. D'accord? Donc là, vous voyez que cette condition, eh bien, en tout cas, les deux conditions, donc le if et le else, vont conditionner donc le fill no-fill. Donc c'est pour ça que je l'enlève. Ensuite, pour pas que, voilà, pour pas que le no-fill soit exécuté de manière systématique. Donc, OK. En fait, on va commencer à écrire les conditions au fur et à mesure. Donc, vous allez voir. On va d'abord écrire la première condition. Donc, mouse X est supérieur donc, à 150. Donc, ça veut dire que la souris, eh bien, en fait, va être dans toute cette zone-là. D'accord? Donc, c'est une première approximation. Et on va l'écrire. Donc, mouse X supérieur. Alors, supérieur à 150. Donc, ça veut dire que, eh bien, on va être à droite donc, de cette limite. Donc là, je peux tester et OK. Vous voyez que ça fonctionne. Donc là, c'est une première, je dirais, première approximation, voilà, un peu grossière qui allume notre bouton. On n'est pas complètement dessus, mais on va affiner, donc, on va affiner cette évaluation ici de conditions. Donc, on a dit, il faut que mouse X soit supérieur à 150, OK, mais il faut aussi que mouse X soit inférieur donc, à cette coordonnée ici. Donc, cette coordonnée ici, ben, elle est en 150 plus 100. Et donc, l'opérateur et, en fait, je vais l'écrire comme ça, avec la double esperluette. Donc, ça définit le et logique. D'accord? Ça veut dire, si cette condition est vérifiée et si la condition à côté est vérifiée. Donc, on va l'écrire et mouse X inférieur à, donc j'ai dit 250. D'accord? Donc, pour que ce bloc de code soit exécuté, il faut que les deux conditions mouse X supérieur à 150 et mouse X inférieur à 250 soient vérifiées. Si l'une des deux conditions n'est pas vérifiée, donc par exemple si on est ici ou si on est ici, eh bien on n'exécutera pas ce bloc de code, donc c'est l'autre qui va s'exécuter. D'accord? Donc on y va, on va tester. Ouais, ça marche. Ah, et vous voyez que dès que je dépasse 250, donc mouse X est bien supérieur à 150, mais il est supérieur aussi à 250. Donc, une des deux conditions n'est pas vérifiée. Et donc, eh bien, je suis en mode donc no fill quand une des deux conditions n'est pas vérifiée. D'accord? Donc, vous avez compris, on va faire un petit peu le même système de logique, mais en regardant plus mouse X, mais maintenant mouse Y. Et on va écrire, donc, vous voyez qu'on peut enchaîner en fait les opérateurs. On peut enchaîner les et. Donc, on peut dire if, si j'ai ici 4 conditions qui se réalisent, alors j'effectue une opération. Donc, oui, pareil sur le mouse Y, allez, c'est les mêmes coordonnées. Donc, si et si mouse Y supérieur à 150 et donc si mouse Y est inférieur à 250. Là, on a écrit dans la partie réservée donc, à l'évaluation de conditions. En fait, vous voyez qu'on a écrit 4 conditions d'un coup. Donc ça, on a le droit. Et on a le droit par le biais donc, de la séparation des conditions par un opérateur. Donc là, c'est l'opérateur logique et. Donc il faut que ces 4 conditions soient réunies, soient valables pour qu'on effectue ce bloc de code ici. D'accord? Donc là, vous voyez, j'ai traduit. Qu'est-ce que ça voulait dire que mon pointeur souris est à l'intérieur de mon rectangle? Ça se traduit par 4 conditions. Et ces 4 conditions correspondent donc eh bien, à un test finalement sur chacune des dimensions. Ici. Donc on va tester et ça fonctionne. Donc là, on a défini ce qu'on appelle un effet de rollover, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous connaissez tous quand vous passez par exemple la souris sur un lien dans une page web. Vous avez très souvent un effet soit de surlignage ou soit un effet qui indique que la souris est bien présente sur l'élément.
Donc, ben, quelque part dans le code du navigateur, il y a des conditions comme ça qui portent sur le bloc qui est défini par le lien. Donc, il faut imaginer le texte du lien qui est à l'intérieur de ce qu'on appelle une bounding box, donc une boîte englobante. Et dans le code de votre navigateur, ben, quelque part, il doit y avoir un bloc de code qui correspond ici à ce if. Donc là, en gros, si le pointeur souris est sur la bounding box de ce lien, alors on effectue une opération donc, sur l'affichage. Voilà. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait avec 4 conditions. Donc ça, on pourrait améliorer peut-être, tiens, on va le voir, on pourrait améliorer le système et généraliser un petit peu les écritures. Donc là, vous avez vu que j'ai un petit peu calculé euh, les, euh, les coordonnées, hein. Donc là, j'ai cette quantité 150 qui se retrouve à 2 endroits, donc ce qui est pas génial, parce que qu'est-ce qui se passe si je décide de changer la position de mon bouton, voilà, si je veux le positionner plutôt par ici, je vais être obligé d'aller changer ici le 150, donc dans la condition et dans le dessin. Donc ça, vous avez compris que, bien en général, on va plutôt passer par une variable. C'est pas génial d'aller changer à plusieurs endroits les paramètres d'un élément graphique. Donc ça, on va plutôt utiliser une variable pour décrire la position de notre rectangle, un x. On va faire pareil pour y, donc il va se reporter ici. Et puis, on va décrire notre rectangle aussi avec une largeur et une hauteur. D'accord? Donc, on va se créer 4 variables donc, qui vont contenir ces informations. Donc, position du bouton, du rectangle, et sa largeur et sa hauteur. D'accord? On va généraliser voilà, le test. Et donc, ici, au lieu d'écrire 250 et 250, eh bien, on écrira, donc, on combinera en fait deux variables. Donc, on prendra la position X et on rajoutera la largeur, d'accord, pour avoir la position, l'autre extrémité de notre rectangle. Donc, on va faire ça. Donc, ça nous permet de revoir en même temps la notion de variable ici. Je vais fermer ça. Et donc, les variables, eh bien, vous vous souvenez, ça se déclare avant le setup. D'accord? Donc, il y a un petit process quand vous appuyez sur Run. P5.js ou le JavaScript va regarder en fait les variables que vous avez déclarées. Donc, variables qui sont associées à des emplacements mémoire dans votre ordinateur. Donc là, on va écrire une variable, on va l'appeler btnx. Donc là, btn pour bouton et x donc pour la position, donc un x. Donc là, j'écris un petit peu sur le modèle de mouse x et mouse y avec, on va dire, l'objet, donc mouse ou btn, et puis x en majuscule voilà, pour la position x. Donc là j'essaye un peu d'être cohérent avec voilà, les écritures déjà de variables de processing. C'est pas obligé, mais ça permet voilà, de rester un petit peu, d'avoir une homogénéité sur le nom des variables dans votre code. Bon, mais on va le positionner à 150. On va faire pareil pour btn, donc y, qu'on va positionner à 150. Alors, je vous montre quelque chose aussi. Tiens, j'en profite. Donc là, vous voyez qu'on a écrit 2 variables sur 2 lignes séparées. Alors, on peut compresser cette écriture. Donc ça, vous le verrez peut-être. Voilà. Bon, c'est vrai que moi, je ne l'utilise pas forcément très souvent. Mais en tout cas, sur les sketchs qui sont en ligne, ça apparaît parfois. Donc, on va pouvoir écrire plusieurs variables, ou en tout cas plusieurs déclarations de variables sur une seule ligne, en fait. Donc, ça permet voilà, de compresser un petit peu les écritures. Voilà. Donc là, on va faire ça. Tiens, ça, je vous montre. Donc là, on va déclarer plusieurs variables à la queue leu sur la même ligne. Et donc, on ne va pas répéter le mot-clé let. Donc là, on va pouvoir écrire des choses comme, voilà, comme ça, par exemple. Donc, on va séparer par des virgules l'écriture. Donc, vous voyez que là, au lieu d'écrire let btny égale 150 sur une autre ligne, en fait, je l'ai écrit sur la même ligne, donc séparé par des virgules. Donc, on va faire pareil, on va écrire btn, on va l'appeler, tiens, allez, j'en sais rien, btnl pour la largeur. Donc, on était sur du 100. Et btn
h pour la hauteur. D'accord? Donc ça, c'est vraiment moi qui décide du nom des variables euh, voilà, parce que là, on essaye de les nommer en fonction de leur utilisation dans le code. Donc voilà. Donc ça, je teste ça et vous voyez que pour l'instant, ça fonctionne. Donc cette ligne-là n'a pas provoqué, je pense, n'a pas provoqué d'erreur. Donc je vérifie dans la console. Donc ça, c'est pas mal. Donc vous voyez que là, sur une ligne, on a déclaré 4 variables et qu'on a assigné donc par le biais du signe égal des valeurs à ces variables. Donc ça, ce qui n'était pas forcément le cas la semaine dernière quand on déclarait une variable qui était associée à une image, on n'écrivait pas directement le égal et on attendait d'être dans le gestionnaire preload pour pouvoir assigner donc des données à une variable. Donc là, comme c'est des quantités numériques, eh bien, on associe donc une variable à ces valeurs directement dans la déclaration des variables. Voilà, donc une écriture compressée, donc il faut faire attention ici, c'est pas un point-virgule, c'est bien un virgule, et je termine ma ligne par un point-virgule. OK. Voilà, super. Donc là, on va utiliser nos variables. On va utiliser nos variables. Et je vais commencer à les remplacer ici dans le dessin. Donc là, je ne vais pas utiliser 150, mais je vais utiliser btnx. Je ne vais pas utiliser le 150 ici, mais je vais utiliser btny. Et ici, donc, je vais utiliser mes variables btn largeur et btn hauteur, btnh. Donc là, toujours pareil, hein, quand comme ça, je fais des modifications, je vérifie que tout fonctionne un petit peu comme avant. Donc là, on fait une opération, hein, on passe d'un programme où il n'y avait pas de variables à un programme un petit peu paramétré, où on a rajouté des variables. Donc je vérifie au fur et à mesure que ça fonctionne toujours comme avant. D'accord? Voilà, qu'il n'y a pas de différence. Donc ça, pareil, hein, quand vous développez, pensez à tester au fur et à mesure. Écrivez pas 50 lignes d'un coup. On y va pas à pas et on vérifie que bien ce qu'on voulait faire fonctionne bien. D'accord? De manière comme ça, incrémentale. OK, bon, maintenant, je vais remplacer ici ces variables à l'intérieur donc de ma condition. Donc, j'ai le droit de comparer ces deux valeurs, mouse X et une de ces valeurs, puisqu'elles sont de même type, hein, on compare des nombres. Donc, ça, j'ai le droit. Donc, je vais remplacer le 150 ici par btnx. Donc là, petite subtilité, 250. Alors, je vais mettre des parenthèses pour faire le calcul. Je vais comparer donc btnx plus btnl. D'accord? Donc ça, j'ai le droit. Comme quand on appelle des fonctions, on a le droit de mettre des formules pour effectuer des opérations à l'intérieur donc des paramètres des fonctions. Là, j'ai le droit d'écrire ça. Alors, il faut être juste précautionneux et d'écrire. Donc, quand vous faites des opérations, ici, de les écrire entre parenthèses. D'accord? Donc, ça, c'est la seule subtilité. Donc là, automatiquement, il va calculer 150 plus la largeur, donc 250. Et hop, on va ici, donc un petit peu sur le modèle et de manière symétrique avec ce qu'on a fait pour la dimension X. On va le faire pour la dimension donc Y. Et on va, attention, pas se planter. BTN, pardon, j'étais en train de me planter. Donc c'est ici, je remplace le 150 par BTNY. Voilà. Et ici, le 250, je le remplace donc. Alors, hop, les parenthèses. BTN, donc Y, plus BTN H, cette fois-ci. D'accord? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en quelque sorte un petit peu paramétré notre bouton. C'est-à-dire que par le biais de ces 4 variables, donc qui décrivent 2 variables pour la position et 2 variables pour la dimension, grâce à ce système-là, on aura toute la liberté ou le loisir ici de changer les paramètres et le comportement de notre programme, par contre, ne va pas changer. C'est-à-dire que quand on va passer la souris sur le bouton, normalement, on devrait avoir toujours ce comportement de rollover, de survol.
Donc, allez, ben, on va tester si ça fonctionne. Donc, toujours pareil. Là, j'ai pris, hein, donc vous avez vu, hein, j'avais des valeurs qui étaient codées, ce qu'on appelle en dur, à l'intérieur du programme. Je les ai remontées dans des variables et le fait d'avoir fait ça ne doit pas modifier le comportement de mon programme. Donc là, ben, ça fonctionne impeccable. Allez, ben là, juste pour tester, ben on va changer un des paramètres. On va dire, par exemple, tiens, je vais changer la hauteur, ou alors tiens, pour que ça ressemble à la raquette de tout à l'heure, on va changer la hauteur de notre bouton. On va changer, tiens, même la largeur, on va passer à quelque chose de beaucoup plus fin et à quelque chose de beaucoup plus haut. D'accord? Donc là, vous voyez, je peux changer les dimensions de mon bouton. Sur la logique de code, ça ne va rien changer parce que tout a été pensé ou paramétré en fonction de ces variables. Donc je vais tester, on va tester. Vous voyez que ça fonctionne bien. Alors je pense même qu'il y a une fonction. Allez, tiens, on va affiner le comportement de notre programme et on va, tiens, même changer l'aspect du curseur. Alors je pense qu'il y a une fonction qui permet de définir l'aspect du curseur dans P5JS. Alors je pense aller voir, mais je pense que ça s'appelle, ouais, voilà, c'est ça. C'est la fonction cursor. Donc, si je fais une recherche ici, cursor, voilà, cursor, et on lui passe, voilà, donc vous voyez cursor, et on lui passe ici type qui peut être, voilà, arrow, cross, and. Voilà, donc ça, je pense que c'est différents types d'aspects du curseur. Donc nous, bah, quand on sera en rollover, donc quand on fait le remplissage, on va mettre un curseur bah, qui affiche la petite main. Et sinon, on va passer en curseur euro. D'accord? Donc, on va écrire ça ici. Donc, ici, ben, dans ce bloc de conditions, on va utiliser donc notre fonction hop, cursor et on va donc passer le mot-clé AND. Donc là, normalement, si je fais un rollover, donc un survol sur le bouton, je devrais avoir, yes, voilà, la petite main qui apparaît. Alors, vous voyez que eh ben, quand le survol n'est plus actif, eh bien, mon curseur reste toujours dans l'état de la main, enfin, du doigt qui pointe. Donc ça, c'est logique puisque quand il a exécuté ce bloc de code-là, eh bien, à aucun moment on lui a dit de remettre le curseur dans sa position ou en tout cas dans son rendu par défaut. Donc ça, on va le faire ici dans cursor, dans ce bloc de conditions. Et donc, je pense qu'on revient à euro pour la flèche. D'accord, pour cette flèche. Impeccable. Donc, si on voulait aller plus loin, on pourrait même se dire, tiens, ben, on pourrait implémenter le mouse pressed et dire ben, que lorsqu'on clique, on peut effectuer une opération. C'est-à-dire, on pourrait dire, ben, là, si je clique, tac, ça effectue quelque chose. Donc ça, il y aurait plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, ce serait d'implémenter le mouse pressed, donc d'écrire quelque part function mouse pressed. Et à l'intérieur de ce mouse pressed, il faudrait retester en fait si on est à l'intérieur du bouton. Donc vous vous souvenez que mouse pressed, lui, il capte en fait un clic souris et peu importe de la position de la souris, il s'en fiche. Et donc à l'intérieur de ce bloc de code-là, il faudrait réécrire en fait cette condition. Et cette condition nous permettrait donc d'effectuer une opération lorsque l'utilisateur clique sur la souris et qu'en même temps, il est à l'intérieur du bouton. D'accord? Donc ça, je vous le montrerai plus tard parce que donc là, la technique un petit peu, je dirais naïve, ce serait de copier-coller cette fonction à l'intérieur du gestionnaire. Et on verra qu'on peut synthétiser ça, ou en tout cas euh, factoriser ça, ou mettre ça dans ce qu'on appelle une fonction. Donc ça, je pense qu'on verra ça peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Donc une fonction, ça permet de définir ses propres symboles, ou en tout cas ses propres fonctions. D'accord? Donc ça, on pourrait
avoir un symbole quelque part dans le code qui s'appelle test souris et qui nous retournerait donc une valeur vraie ou fausse si la souris est à l'intérieur d'un rectangle. Bon, ça on le verra plus tard pour pas surcharger aujourd'hui avec les notions. Mais voilà. Donc ça, ce que je vous indiquais, hein, ce serait voilà. Bon, peut-être on peut le faire. Tiens, allez, on va le faire. Comme ça, ce sera vraiment complet. On va implémenter donc le mouse pressed ici. Ben, je vous rappelle ce gestionnaire-là exécute le bloc de code lorsque l'utilisateur appuie sur un des boutons de la souris. D'accord? Donc, quelle que soit finalement la position de la souris. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester si au moment du clic, eh bien, l'utilisateur est à l'intérieur de notre bouton. Donc, on va faire quelque chose qui est pas dans les coutumes, on va dire, de programmation, de copier-coller des blocs de code qui sont identiques. Mais bon, là, pour l'exemple, on le fait. Donc, vous allez ici copier-coller ce bloc de code ici. Donc, attention, à l'intérieur donc du mouse pressed. Je vais peut-être fermer ça. Donc oui, vous pouvez replier aussi. Donc ça, je l'utilise pas très souvent, mais vous pouvez replier les blocs de code, hein. Donc vous avez vu là, vous pouvez replier le bloc de code draw et vous pouvez aussi replier les blocs de code donc qui correspondent au bloc de code contrôlé par l'IF. Donc là, voilà, je vais replier le bloc qui correspond au else et même, tiens, je vais replier, non, je vais pas replier ce bloc de code-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est prendre ici le if. Donc, hop, je prends le bloc de code if. Je le duplique ici et immédiatement, je rajoute les accolades. D'accord? Donc là, vous voyez qu'on a deux fois la même ligne de code. Donc ça, vous inquiétez pas, on sera capable de le placer dans ce qu'on appelle une fonction. Donc ce sera notre propre, finalement, commande qui nous permettra de tester si la souris est à l'intérieur de notre bouton ou pas. D'accord? Donc ça, voilà, il existe une technique pour se passer de ce copier-coller. Donc là, ça veut dire, si l'utilisateur vient d'appuyer un bouton, j'exécute ce bloc de code. À l'intérieur de ce bloc de code, j'ai une condition. Donc, j'évalue cette condition ici. Donc, si cette condition est vérifiée, donc si je suis à l'intérieur du bouton, je vais ici effectuer une opération. Donc là, l'opération, pour l'instant, on va simplement se mettre en console.log. Je vous rappelle cette écriture-là, cette fonction, elle permet d'imprimer ici dans cet espace-là. Donc console.log et on va imprimer donc une chaîne de caractères et on va dire appui sur le bouton. Donc là, ce qui devrait se passer, si tout se passe bien, eh bien, on devrait, lorsqu'on appuie sur le bouton et qu'on est à l'intérieur du bouton, eh bien, on devrait ici. Donc là, j'appuie ici un peu hors du bouton. Et donc là, j'y suis. Le releveur s'effectue parce que je suis dans le draw. Et si je clique sur le bouton, vous voyez que j'ai capté en fait l'appui donc sur le bouton. Donc là, j'ai vraiment défini presque un composant d'interface qui est un bouton parce que j'arrive à capter donc l'appui sur le bouton. D'accord? Donc là, on a créé vraiment un bouton interactif, un bouton dynamique, en utilisant donc les notions qu'on connaît, donc les conditions et le gestionnaire d'événements mouse pressed. D'accord? Voilà. Et donc, on a modélisé, donc ça, c'est ce qui est important aussi. Donc, on a représenté notre bouton par quatre variables qui définissent donc à la fois son aspect visuel sur le canvas, donc en définissant ses positions x, y et sa largeur et sa hauteur. Et on a utilisé en fait ces données-là, en tout cas ces variables-là, dans notre structure de if pour détecter si l'utilisateur était sur le bouton ou non. D'accord. Voilà. Je regarde. Ah oui, déjà 37.
Donc ça va pour l'instant. Il n'y a pas de. Donc pareil, hein, si ça va trop vite, n'hésitez pas, vraiment, n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez que je réexplique quelque chose. Donc là, ce qu'il faut retenir, voilà. Donc if avec une condition, avec une ou plusieurs conditions à l'intérieur du if. Donc là, on a vu simple condition tout à l'heure, hein, mouse X est à droite ou mouse X est à gauche. Donc comment on pouvait le représenter. Là, on a vu les multiples conditions, donc qui sont séparées. Chacune de ces conditions est séparée donc par l'opérateur ici et, donc qui est la double esperluette. Voilà. On a vu aussi donc la comparaison d'égalité qui se fait par le signe égal égal. Donc ça, c'est quand on l'a vu tout à l'heure sur le mouse is pressed, donc la variable mouse is pressed. OK? Donc ça, c'est pas mal. Donc là, on est déjà, voilà, on est déjà dans de l'interactivité, d'être capable de, voilà, d'écrire des conditions à l'intérieur de notre programme. Tiens, ben, je vais peut-être le renommer. Ouais, je vais le renommer, je vais l'appeler if. Je le passe sur le chat. Ça, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc là, on est pas mal et ça fonctionne plutôt bien. D'accord? Donc là, pareil, hein, vous pouvez essayer de changer ici les variables, mais si je mets par exemple 0, non, j'en sais rien, peut-être pas 0, mais 10 et j'en sais rien, 25, eh bien, ça fonctionne pareil. Donc j'appuie. Voilà. Voilà. Donc là, on a modélisé notre bouton par ces quatre variables et par ce if. Donc je vous propose on va faire la même chose maintenant avec quelque chose de plus qui est basé sur plutôt du motion graphique. Et on va définir en fait le comportement d'une bille donc à l'intérieur de notre canvas. Donc c'est une bille qui va rebondir en gros sur on va la lancer avec une certaine vitesse et puis elle va rebondir comme ça sur les parois. D'accord? Donc on va pareil écrire les conditions pour qu'elle ne sorte pas de notre canvas. Donc ça va revenir en fait finalement à tester si la position de notre bille dépasse les limites de notre canvas. Donc ça va porter aux limites ici en X, bon, on va tester une quantité supérieure à la largeur de l'écran, ou sinon on va dire si on est de l'autre côté, c'est-à-dire si notre quantité est inférieure à cette limite-là, donc à 0, on va faire pareil sur Y et on va écrire des petites conditions donc sur les vitesses. Donc ça, on va réutiliser un petit peu les notions qu'on avait vues avec notre random walker. Vous vous souvenez, on avait défini un petit agent comme ça qui se déplaçait un petit peu façon zombie là sur l'écran, un petit peu de manière erratique. Donc ça, on va réutiliser un petit peu ces notions et on va modéliser donc une bille comme on l'a fait pour le bouton à travers donc plusieurs variables. Pareil, donc je vais redéfinir ici un sketch. Donc je vais ouvrir un sketch. Je vais faire new. Je vais le renommer. Donc, A4 U6 2021. Donc c'est le cours 5 et on va l'appeler modèle. Et donc la raquette, on va la symboliser un petit peu comme notre bouton tout à l'heure. Ce sera un rectangle. Et en fait, on va tester si la bille rentre en collision, donc si elle est à l'intérieur ou non de notre rectangle. D'accord? Et donc on prendra des mesures, c'est-à-dire s'il y a une collision, c'est-à-dire si on détecte finalement que la bille est bien à l'intérieur de notre rectangle, bah, ça veut dire qu'il y a contact et donc il faut qu'elle rebondisse. Donc on va voir comment on peut définir ce rebond-là. D'accord? Donc on va utiliser un petit peu, là on va combiner ce qu'on a vu sur le bouton et puis avec notre modèle de bille. Donc on va d'abord travailler sur le modèle de bille et puis on y va. Donc on va faire ça ici. Et on va dessiner donc notre bille. Alors pareil, on y va pas à pas, on va dessiner notre bille, donc qui prend la forme d'un cercle qu'on va dessiner pour l'instant au centre de l'écran.
Donc 200, 200, xy, et ici, sa largeur, enfin son diamètre. OK, donc d'entrée de jeu, ce qu'on va faire, c'est que pour modéliser notre bille, eh bien, on va représenter, en fait, plutôt que de passer par des valeurs en dur, ici, que j'écris directement dans les fonctions, on va faire ce qu'on a fait pour le bouton, on va définir donc des variables. Pareil, on va prendre un petit peu la même nomenclature, ou enfin en tout cas la même forme de variable que tout à l'heure en écrivant une variable x, une variable y, qui va décrire, donc qui va contenir la position de notre bille. Donc je vais faire pareil, je vais écrire ici un let, on va l'appeler bille, tiens, allez, bille x égale 200, bille y égale 200, et puis on va même, tiens, stocker donc le diamètre de notre bille. Donc on va l'appeler bille D, qui va contenir donc une variable qui va contenir le diamètre de notre bille. Donc une fois que j'ai fait ça, bon, je teste. Ouais, la déclaration de variable c'est bien effectué. Donc j'ai pas fait d'erreur de syntaxe, donc je peux continuer. Et ici, voilà, eh bien, comme j'ai fait tout à l'heure, je vais remplacer par mes variables. Ici, on a dit bille D, donc D pour diamètre. Une fois que j'ai fait ça, je teste. OK, super. Donc ça fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'un petit peu comme le random walker qu'on avait défini, eh bien, on va définir en fait ce qu'on va appeler la vitesse de notre bille. Donc la vitesse, ça va être finalement une variable qui va indiquer eh bien, de combien va se déplacer, ou en tout cas qui va stocker, de combien va se déplacer la bille sur notre écran. Donc à la fois en X, on va dire, ben voilà, elle va se déplacer, j'en sais rien, à chaque fois qu'on dessine, de 3 ou 2 pixels vers la gauche ou vers la droite. D'accord? Donc ça, vous vous souvenez, on décrivait ça. Pour aller vers la droite, ben on va écrire plus quelque chose. Pour aller vers la gauche, on va écrire moins quelque chose. Et donc pareil, quand on raisonne comme ça, ben, on a toujours cette symétrie donc, sur les dimensions. On va faire exactement pareil pour la dimension verticale ici, donc pour le Y. Donc ce qu'on va se faire, c'est qu'on va stocker ici, on va l'appeler, tiens, Vx pour la vitesse en X, donc qui va représenter, on va associer à cette variable vraiment la quantité de pixels qui va être ajouté à la position pour déplacer notre bille. Donc là, on va aller sur des variables, allez, on va être raisonnable sur 2. Et on va écrire pareil pour donc VY. D'accord? Alors, virgule VY égale. Peut-être, ouais, j'étais en train de me dire que les nombres de variables n'étaient pas très heureux. On va le laisser comme ça, c'est pas très grave. Ok, donc une fois qu'on a ça, j'ai déclaré mes variables, je teste, j'ai pas écrit de bêtises. Ok, donc c'est bon. Donc maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on veut faire en sorte que notre bille se déplace. Et pour se déplacer, il faut qu'on modifie sa position en X et sa position en Y. Et pour cela, on va rajouter donc à bille X et bille Y les quantités Vx et Vy. D'accord? Donc on va réécrire un petit peu ce qu'on avait écrit. On va écrire que le nouveau bille X, est égal à l'ancien, enfin le bille X qui est en cours, plus la vitesse. D'accord? Donc, je vais l'écrire ici. On va écrire ça ici. Donc, je vais écrire que billet X, je vais le remplacer par la valeur qu'a billet X. Donc, pour l'instant, quand on arrive ici, c'est 200. Plus, ici, je vais lui rajouter Vx. Donc ça, c'est cette écriture qui peut paraître un petit peu curieuse, mais vous vous souvenez, hein, ça, c'est en aucun cas un signe de comparaison. C'est vraiment un signe d'affectation. Donc, quand Processing rencontre signe égal, il regarde d'abord ce qu'il y a ici à droite, il va effectuer ce calcul. Donc là, quand j'arrive la première fois,
sur cette écriture-là, ben, billet X vaut 200, Vx vaut 2. Donc là, je vais effectuer l'opération 200 plus 2, ça vaut 202. Et ça, je vais le replacer dans billet X. D'accord? Donc je vais remettre cette valeur fraîchement calculée dans la variable. Donc là, on aurait pu avoir une autre variable. Ici, de l'autre côté, ça aurait posé pas de problème. Donc là, on va juste tester ça pour l'instant et on va voir ce qui se passe. Donc, vous voyez que ben, notre bille, tranquille, donc elle part vers la droite et donc sa vitesse, ben, chaque fois qu'on dessine, elle s'incrémente donc de 2 pixels. D'accord? Donc on va aller avoir successivement, bix va prendre les valeurs 202, 204, 206, 208, etc. Donc, et ça, ben, là, pour l'instant, là, elle est sortie de notre écran. Donc, on va faire en sorte, justement, qu'elle ne sorte pas de notre écran. Donc, pour que ce soit un peu plus, voilà, un peu plus fun, plutôt que de mettre une valeur ici qui correspond à 2, ben, on va placer plutôt une valeur random. D'accord? Donc, ça, j'ai le droit de l'écrire. Ici, random. Et on va écrire ici, tiens, on va choisir une valeur aléatoire entre donc, les extrémités -2 et 2. Donc, -2, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça voudrait dire que la bille part de l'autre côté. Donc, le signe de la vitesse va déterminer en fait la direction dans laquelle part la bille. D'accord? Et donc, 2, ben, c'est de l'autre côté. Donc là, je vais tester. Alors, je vous ai dit une bêtise. Random is not defined, oui. Donc, je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit, bah, en fait, ça, on peut l'écrire ici. Et en fait, pas du tout. Donc, on n'a pas le droit de l'écrire. Il faut qu'on l'écrive plutôt dans le setup ou dans le draw. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais remettre 2 et je vais réassigner. Donc, je vais indiquer que Vx égale random -2,2 ici. D'accord? Là, vous allez me dire, ben, alors à quoi ça sert qu'on mette la vitesse en x égale 2 ici, puisque dès qu'on rentre dans le setup, en fait, on écrase sa valeur avec une valeur choisie au hasard. Alors c'est vrai, on aurait pu ici se contenter de déclarer peut-être Vx. D'ailleurs, bon, c'est ce qu'on va faire ici. On va juste écrire Vx pour l'instant et pareil Vy. Donc là, vous voyez, on fait simplement, on déclare ces variables qui ne correspondent en tout cas auxquelles on n'a pas associé de valeur. Et ces valeurs, on va les associer comme on avait fait pour les images dans le démarrage. D'accord? Donc ici, on associe à Vx la valeur choisie aléatoirement entre -2 et 2. D'accord? Donc je pensais, voilà, c'était une erreur de penser que je pouvais utiliser ici dans la déclaration donc des variables la fonction random. C'est pas le cas. Voilà, donc là, on est bon. Et si à chaque fois que vous relancez, ben, voilà, vous allez avoir une vitesse en x qui est aléatoire. D'accord? Donc même si vous n'avez pas de chance, ben, on pourrait avoir tout à fait la valeur Vx égale 0, auquel cas donc notre bille serait immobile, puisque bien, on rajouterait à chaque fois la valeur 0 à la quantité bille x, ce qui a aucun effet. OK? Bon, mais ça, c'est pas mal, déjà. Et ce qu'on va faire, alors ce qu'on peut faire aussi pour un aspect visuel plus sympa, un petit peu à la façon des tout premiers photographes type Jules-Étienne Marais, c'est de voir un petit peu les différentes étapes de mouvement. Donc ça, vous pouvez, voilà, là, ma bille est très lente, mais voilà, vous pouvez enlever le background, donc qui a pour effet de voir tous les dessins en fait successifs des billets. Voilà. Donc là, à chaque fois, elle est très très lente. Voilà. Ok, bon. Vous pouvez laisser le background ou l'enlever comme bon vous semble. Donc, on va écrire maintenant les conditions aux limites. Donc, on va faire en sorte que notre bille, donc là, pour l'instant, on s'occupe que que de la dimension x. Et ensuite, on fera un copier-coller qui sera strictement identique. Mais on veillera bien à utiliser les écritures avec non plus x, mais y. Donc là, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que eh bien, si notre bille arrive ici à gauche, eh bien, on aimerait qu'elle reparte de l'autre côté.
Et si notre bille ici arrive à droite, ben pareil, on aimerait qu'elle reparte de l'autre côté. Donc là, en gros, ce qu'on va faire, on va écrire deux conditions distinctes. D'accord? Donc on va écrire deux conditions. Alors on pourrait l'écrire qu'en une seule condition, mais ce sera avec un autre opérateur. Donc je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, qui n'est pas le même opérateur et. Donc là, ce serait d'écrire. On peut écrire si la bille arrive à droite, j'effectue ça. Si la bille arrive à gauche, j'effectue cette opération. Donc deux conditions. Ou alors on pourrait synthétiser ça en une seule condition en écrivant si ma bille arrive à droite ou si ma bille arrive à gauche, alors j'effectue cette opération donc de rebond, hein, on pourrait effectuer. Je ne vais pas compliquer les choses. On va simplement pour l'instant écrire deux conditions qui sont séparées, hein, puisque la bille ne peut pas être à la fois à droite et à la fois à gauche. Ça n'a pas de sens. Donc, on va écrire la première condition. Et qu'est-ce qu'on va tester? Ben, en fait, on va tester la position de la souris et la position, pardon, de la bille X, de notre bille, et on va la comparer pour le test à gauche, pardon, avec la valeur 0. Donc, on va faire test ici à gauche. Donc, le test à gauche, ben, ça va être d'écrire si bille X est inférieur à donc 0, alors on effectue une opération. D'accord? Ça, est-ce que vous êtes d'accord que si cette quantité-là est inférieure à 0, bah, ça veut dire qu'on a dépassé ici la limite à gauche de notre canevas. Donc si on est inférieur à 0, il faut que notre bille puisse rebondir. Donc qu'est-ce que ça veut dire rebondir? Ben, ça veut dire repartir dans l'autre sens, en fait. C'est ce que ça veut dire. Donc si j'avais une vitesse comme ça, ben, en fait, je veux que, hop, ma vitesse reparte dans l'autre sens. Donc, rebondir, en fait, par rapport à ce modèle de bille, ça va être, ben, si Vx vaut moins, par exemple, si elle part donc vers la gauche, si la vitesse vaut moins, Vx vaut moins 1, ben, en fait, j'aimerais qu'elle reparte dans l'autre sens. Donc, je veux que sa vitesse devienne 1. Donc, je vais écrire quelque chose et je vais écrire ça. D'accord? Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va regarder d'abord ici ce qu'il y a écrit ici. Donc si Vx, on arrive ici, vaut moins 1, ben moins Vx, ça fait moins 1, donc ça va valoir 1. Et donc cette quantité que je viens de recalculer, je la repositionne dans Vx. Donc ce qui fait que quand il va revenir ici et mettre à jour la position de ma bille, eh bien, la vitesse sera opposée. D'accord? Elle va repartir. Donc je vais pouvoir tester ça. Voilà, paf. Donc, vous voyez qu'elle est repartie. Là, je n'ai pas écrit le test à droite, donc c'est normal. Elle continue sa course. D'accord? Donc, je vais écrire la deuxième condition ici. Je vais écrire, donc attention, il n'y a pas de else ici, parce que le else, si on écrivait un else ici, ben, en fait, il correspondrait au cas où la bille est supérieure à 0. Donc, ça correspondrait finalement à la bille et dans toute cette zone-là qui s'étend de 0 jusqu'à l'infini. Donc, c'est pas ça qu'on veut écrire. Donc là, je vais volontairement sauter une ligne pour vous montrer voilà, que c'est deux choses bien séparées. Et on va faire le test ici. Hop, test à droite. Et on va écrire donc if pareil et une condition. Donc, alors, hop, j'écris les accolades d'abord. Voilà. Et on va dire donc si bille x est supérieur donc à 400. Je ne vais pas utiliser 400, là je vais utiliser plutôt la variable qui correspond à la dimension de mon canevas, qui est width. Et bien donc ça, si je suis à droite, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire un rebond. Ben, le rebond, c'est un petit peu la même écriture. C'est même la même écriture. Oups, je me suis mal positionné. On va écrire donc Vx égale moins Vx. D'accord? Donc vous voyez que c'est le même bloc de code que j'ai écrit ici. D'accord? Donc là, pareil, c'est le cas. Vx, donc on arrive ici, ben, ça veut dire que Vx est positif, donc il vaut par exemple 2. Et donc là, je fais cette opération. Donc
je passe de 2 à -2 que je reçoive dans Vx. Donc là, une fois qu'on a fait ce dessin, il revient ici et au prochain coup, ben, Vx sera dans la direction opposée et donc notre bille va repartir dans l'autre sens. D'accord? Donc là, on va la laisser se déplacer. Super. Donc là, elle est. Donc là, vous voyez que j'ai fait deux tests, un test à gauche et un test à droite, qui inversent la vitesse. Donc ce que je vous indiquais tout à l'heure sur le côté, bah, vous voyez qu'on effectue là, encore une fois, on a deux fois ce bloc de code là, qui est identique. On pourrait préciser, on pourrait n'écrire que, pardon, qu'une seule condition. Là, ce ne serait pas un et logique en fait qu'il faudrait faire, mais ce serait plutôt un ou. On pourrait écrire si la bille a dépassé la bordure gauche, donc si bille x est inférieur à 0, ou, donc là, c'est pas un et, mais c'est un ou si la bille a dépassé la bordure droite de mon écran, alors j'inverse la vitesse. D'accord? Donc on pourrait n'avoir ici qu'une écriture. Alors je peux vous le montrer, ou soit on peut laisser ces deux conditions. Bon, je peux peut-être vous le montrer. Voilà, allez, je vous le montre. Là, le ou, ça va être ces deux caractères-là. Donc, je vous le copie-colle. Donc, sur PC, c'est Alt grade 6. Et si vous avez un Mac, je me souviens plus si je suis pas devant le clavier. Donc, je vous le copie-colle dans le chat. Donc, ça, c'est vraiment le ou logique. D'accord? Et ça, le et, c'est vraiment et logique. Donc, tout à l'heure, on cherchait à tester donc quatre conditions qui devaient être obligatoirement réalisées pour exécuter le bloc de code. Là, pour l'instant, avec le ou, si une des deux conditions est réalisée, eh bien, on inverse la vitesse. D'accord? Donc ça, voilà. Si soit il est à droite, soit il est à gauche, il peut pas être voilà. On peut pas écrire, on pourrait pas écrire si la bille est à droite et elle est à gauche, alors on inverse la vitesse. Ça n'aurait pas de sens puisqu'elle ne peut pas être à gauche et à droite en même temps. Donc vous auriez un bloc de code qui ne s'exécuterait jamais. Donc allez, on va l'écrire. Donc je vais copier-coller ça ici. Et du coup, bah voilà, j'ai synthétisé en fait, vous voyez, ici, test à gauche ou test à droite. Je vais relancer ça. Et alors là, elle est un petit peu lente. Voilà. Donc là, elle a une vitesse correcte. Donc là, cette condition a été validée. Cette condition est validée. Et donc, vous voyez. Donc là, on a écrit si ma bille a dépassé le côté gauche ou si ma bille a dépassé le côté droit, eh bien, on inverse sa vitesse sur X. D'accord? Ben, on va faire exactement pareil pour Y. Donc là, soyez précautionneux. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller du code. On va ici copier-coller. Donc là, première opération, je vais assigner à VY, pareil, une valeur donc choisie aléatoirement entre -2 et 2. Et donc, une fois que j'ai copié-collé ici la définition, en tout cas l'assignation d'une valeur à VY, je vais dupliquer ici ce bloc de code-là. Attention, je sépare avec une ligne, mais bien sûr, ce qu'il va falloir faire, c'est changer tous les X en Y. Alors, pas que ça, d'ailleurs, on va changer aussi le width. Eh bien, on le compare par rapport à la hauteur de notre sketch. Et là, attention, on est sur du VY et sur du VY. Alors ça, c'est pas mal. Donc, on a défini notre variable VY. On a défini la condition de rebond, donc là, en haut et en bas de notre canvas. Maintenant, dernière opération, il faut que notre bille puisse se déplacer sur l'axe des Y. Ben, pareil, je vais copier donc cette ligne ici et remplacer donc les X par les Y. D'accord. Donc ça, on donne à notre bille, comme notre walker, la capacité de se déplacer sur l'axe des Y. Donc là, voilà, je vais avoir notamment une boule de billard finalement qui rebondit
sur les quatre côtés de ma fenêtre, enfin, de mon canvas. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut changer, hein, peut-être là, c'est pas très rapide, donc je vais changer peut-être les vitesses et augmenter ici l'intervalle de choix aléatoire, pour que ce soit un petit peu plus, voilà, un petit peu plus rapide. Donc ça fonctionne. Et ici, avec donc ici, enfin deux if, mais en réalité, il y a quatre tests, en tout cas quatre conditions. Quatre tests qui sont effectués. Donc là, on a vraiment cet effet boule de billard. Alors notre modèle est pas tout à fait parfait. Alors pourquoi il n'est pas tout à fait parfait? Ben, parce que vous voyez que la bille, en fait, ben, quand elle rebondit, elle est déjà rentrée un petit peu dans le mur, si je puis dire. Donc pourquoi ça? Ben, parce qu'en fait, bille X et bille Y décrivent la position du centre de notre bille. Et donc, quand on fait ce test-là, eh bien, vous comprenez que, ben, en fait, comme le centre, il n'est pas, quand la bille commence à arriver ici, on teste le centre et donc il se peut que la bordure soit déjà rentrée sur le côté. Donc, on va pouvoir affiner notre test en tenant compte de cette variable ici, bille D. D'accord? Donc, on va affiner et on va faire vraiment en sorte que ce soit les bordures de notre cercle qui rebondissent, d'accord? Et qu'on n'ait pas l'impression voilà, qu'elle pénètre en tout cas dans l'extérieur de notre canvas. Donc vous voyez évidemment comme on a positionné ici les vitesses x et y random. Donc là, typiquement, j'ai une vitesse en x qui est beaucoup plus importante que la vitesse en y, et ça fait des sortes de zigzags, comme ça, sortes de zigzags. Donc, je vais faire un petit dessin pour expliquer la petite précision qu'on va faire au niveau du comportement de notre bille, de sorte à ce que visuellement, on n'ait pas l'impression voilà, qu'elle rentre dans le, dans les parois de notre canvas. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que, alors, je vais représenter, hop, je vais peut-être, voilà, je vais dessiner ici, voilà, comme ça. Donc là, je vais me positionner en x égale 0. D'accord? Donc là, on est plutôt sur la gauche de l'écran. Donc x, voilà, égale 0. Et donc, ce qui se produit, c'est que, eh bien ici, notre bille, quand elle arrive donc vers la gauche, eh bien, il se produit ça. Voilà. Donc, pourquoi il se produit ça? Ben, parce que nous, on va tester donc ici, cette position qui est représentée par bille. Alors, j'ai toujours pas de tablette. Allez, j'essaie d'écrire. Voilà, ça c'est bille X. OK? Et donc, vous voyez que là, dans ce cas particulier-là, vous êtes d'accord que bille X, il est toujours supérieur à 0. Il n'a pas été remis, il n'a pas été, voilà, il n'est pas encore inférieur à 0. Et pourtant, on a cette interpénétration ici. Alors, ce qu'on va tester plutôt, c'est la position ici de ce point. Donc, c'est ce point. On va regarder, voilà, si il arrive voilà, à cette limite 0. Et cette position-là, en fait, on va la voir. On peut la calculer, la déduire en fait de bille x. Donc, cette position-là, ça va être bille x auquel on va enlever en fait le demi-diamètre. D'accord? Donc, on va enlever, on prend cette quantité, pardon, on prend cette quantité bille x et on lui enlève donc un demi-diamètre. Donc on va faire moins, donc on l'a appelé bille D divisé par 2. D'accord? Donc cette quantité-là, enfin en tout cas la position de ce point-là, c'est bille x moins bille D divisé par 2. D'accord? On enlève la moitié du diamètre. Et donc c'est ça en fait qu'on va tester. On va tester si cette quantité-là est inférieure à 0. Donc c'est ça qu'on va écrire dans le if.
Ben, si oui, si c'est inférieur à 0, ben, ça veut dire que ben, voilà, il y a une très très légère voilà, contact ici. Et on va effectuer donc l'opération Vx égale moins Vx. D'accord? Donc on va tester cette quantité-là. OK? Donc petite subtilité. Donc si on est dans ce cas-là, ça veut dire que ben, on est, voilà, le point ici, il a très légèrement dépassé ici 0. D'accord? Donc ce point. Donc ce qu'on on va faire une deuxième opération. C'est que, ah oui, c'est là où j'aurais dû, mince, peut-être, ouais, je suis bête, c'est là où j'aurais dû synthétiser, couper en deux. Bon, on va tester quand même, on va essayer ça. Donc, on va repositionner en fait la bille ici, on va la remettre de sorte à ce qu'elle soit pile tangente en fait ici. Donc, on va effectuer l'opération de remettre la bille X en fait à la valeur de son demi-diamètre. D'accord? Donc, ça, c'est pour, voilà, quand on fait le test, eh bien, on fait le test ici à la limite. Notre bille a déjà commencé à pénétrer très, très légèrement. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, voilà, la remettre, la redécaler, de sorte à ce qu'elle soit bien. Donc, on triche un peu, hein, elle a déjà rentré un petit peu dans le mur. Hop, on la téléporte juste à côté. Donc, ça, on va le. Et oui, et donc, c'est là où j'aurais eu besoin des quatre conditions. Donc, j'ai été un peu. Euh, parce que je ne vais pas pouvoir l'écrire, mince. Bon, peut-être ça, je vous le mettrai dans un sketch en ligne parce que ouais, parce qu'on va devoir réécrire les conditions. Parce que ça, donc, ça marche quand on est inférieur à 0, mais ça va pas marcher si on est donc supérieur à 8, donc quand on est de l'autre côté. Il va falloir écrire. Donc, il va falloir couper en deux les deux conditions. Donc, ce que je vous ai fait écrire là de manière synthétique avec le ou logique, eh bien, en réalité, voilà, j'aurais dû le garder en quatre conditions. Bon, euh, je me dis que c'est pas forcément très grave. On va rester comme ça pour l'instant. Donc ça fait partie peut-être de voilà des choses à améliorer dans notre code, mais on va rester comme ça pour l'instant. On va rester comme ça. Je regarde l'heure. Oui, ouais, voilà. Donc, on va rajouter maintenant une raquette. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter voilà, la raquette qui va se déplacer sur l'écran. D'accord? Donc là, non plus, on va tester sur le côté droit, mais on va tester en même temps si on arrive sur la raquette. OK? Donc ça, on le laisse de côté. Voilà, avec l'écriture, j'aurais dû y penser avant. Avec l'écriture ou logique, là, pour compresser les écritures, il faudrait qu'on recasse ça, recasse notre code en quatre conditions. Donc pour l'instant, on va pas faire ça. On va rajouter donc la raquette façon Pong. Donc je reviens dans mon code. Donc vous pouvez rajouter le background ici si vous voulez redessiner voilà, ici le fond, et donc plus avoir cet effet de trace ici. Et donc, on va rajouter alors on va le faire que d'un côté. On va faire une espèce de Pong un peu Pong pala. Vous allez faire rebondir en fait ici votre bille contre un mur imaginaire. Et donc, on va rajouter notre raquette. Et bien, pareil, on va synthétiser, ou en tout cas, on va modéliser notre raquette, et bien, comme on a fait pour notre bouton tout à l'heure, par plusieurs variables. D'accord? Donc, on va procéder un petit peu de la même manière que tout à l'heure. On va d'abord dessiner notre raquette. Et donc, notre raquette, eh bien, on va la dessiner donc sur le côté gauche ici de l'écran et on va lui dire pour l'instant, donc dessine une raquette qui part de 0, 0, donc ici, et on va lui donner par exemple une largeur, je ne sais pas, de 15 pixels et une hauteur donc je sais pas, de 75 pixels. Okay. Donc ça, c'est ce qui va nous servir de raquette. Voilà. Donc raquette qui pour l'instant est immobile, elle est simplement dessinée. Donc on va déjà, première opération, ce qu'on va faire, c'est qu'on va eh bien, la modéliser donc par des variables. D'accord?
Donc, on va remplacer ici, comme on l'a fait tout à l'heure pour notre bouton, on va remplacer ça par des variables. Donc là, on va l'appeler, alors pareil, on va décider de variable ici. Donc, je vais l'appeler, alors je ne vais pas écrire raquette en entier, je vais l'appeler RQT. Tiens, raquette. Donc, raquette X, on va la positionner en 0. Raquette RQT Y, pareil en 0. RQT, donc largeur L majuscule, on va dire que ça va être 15. Et RQT, donc H, on a dit pour l'instant 75. Okay. Donc là, je refais exactement ce que j'ai fait pour la bille et puis pour le bouton tout à l'heure. Plutôt que d'avoir ici des variables ou des quantités en dur, eh bien, je synthétise ça dans des variables que je vais pouvoir utiliser après dans des tests ou des mises à jour de variables, etc. etc. Donc, ce qui me permettra ici, si je veux changer la taille de la raquette ou la largeur, de le changer facilement, donc sans aller changer partout où ça intervient dans le code. Alors, je vais remplacer. Donc, je vais prendre RQTX, RQTY, et là, donc, je vais utiliser RQTL et RQT. Une fois que j'ai fait ça, toujours pareil, je vérifie que ça marche bien. Donc, super, ça marche bien. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais bien rendre cette raquette interactive. Donc, qu'est-ce qu'on veut? En fait, on veut que sa position en Y bien bouge en fonction de la souris. D'accord? C'est ce qu'on veut faire. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que, eh bien, on va, avant de la dessiner, on va indiquer que le Y, que ma variable raquette Y, eh bien, je veux qu'elle prenne la position Y de la souris. D'accord? Donc, c'est ce que j'écris ici. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on n'a pas mis plutôt mouse Y directement dans le dessin ici? Ça nous aurait économisé en fait la déclaration ou la création d'une variable. Alors oui, c'est vrai, mais là on passe par une variable pour le côté en fait lecture de notre programme. C'est-à-dire que, en fait, quand on va manipuler RQTY, on sait qu'on va s'adresser en fait à la raquette Y. Alors, on aurait pu utiliser mouse Y, mais voilà, d'un point de vue de la lecture, eh bien, on sera plus à l'aise en fait de manipuler raquette Y plutôt que mouse Y, qui correspondrait. Alors, ce serait valable, mais on serait plutôt, en première lecture, on serait sur quelqu'un qui ne connaît pas votre code, aurait tendance à penser qu'on manipule des quantités avec la souris. Voilà. Donc là, on a cette assignation ici, RQTY également aussi Y, parce que on veut manipuler donc une variable qui correspond à raquette Y. Donc pareil, je vais tester ça et vous voyez que ça fonctionne. Donc là, j'ai bien ma raquette qui se déplace. Donc là, pour l'instant, si je vais là, il n'y a rien qui se passe parce qu'à aucun moment dans le code, j'ai indiqué que si la bille touchait la raquette, eh bien, il se passait quelque chose. OK. Donc ça, on va l'écrire. On va l'écrire et on va remplacer en fait notre condition ici par un test sur la raquette. Donc on va va pas remplacer ce test, mais on va ici, une fois que la bille, alors je m'aperçois, je vous ai montré ça, mais en réalité, il aurait fallu que je coupe ces conditions en 4 comme je l'avais écrit en premier. Bon, c'est pas grave, on va couper ça, en 2. D'accord? On va couper les conditions en 2. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ici séparer ça, on va l'éliminer parce que ça va pas concerner en fait finalement la raquette. Donc, on va faire un test de collision sur la raquette et puis le test de l'autre côté, ce sera autre chose. Donc ça, on va repartir sur la première écriture qu'on avait initiée ici et on va écrire ici if bille donc x est supérieur à width
Il y avait une petite voix qui me disait que j'aurais dû rester sur les quatre conditions. Et voilà, donc c'est exactement pour ça. Donc là, ben, on fait pareil, v de x égale moins v de x. Donc là, on casse notre condition ou en deux conditions disjointes, d'accord? Donc voilà, ça va pas modifier le comportement, mais nous, on va être plus à l'aise pour faire le test sur la raquette, d'accord? Sur la position de la raquette. Donc là, on va effectuer ce test-là. Et ce test, en fait, il va être ici. C'est-à-dire quand la bille va arriver plutôt côté gauche, eh bien, il va falloir qu'on fasse plusieurs tests. Alors, on va essayer d'affiner ici notre test. Et on va donc, quand la bille arrive ici, on va déjà tenir compte de l'épaisseur en fait de notre raquette. Donc, ce qu'on va dire, c'est qu'on va comparer le x de la bille non pas finalement à 0, mais à la position ici de l'extrémité de la raquette. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond en fait à cette quantité. D'accord? Donc là, la raquette, si je vous dessine, alors je vais peut-être effacer tout ça. J'efface tout ça. Donc la raquette, elle est comme ça. Et donc, on va tester la bille. Donc là, ici, on est en x égale 0. Et on va tester ici, donc la bille, elle arrive ici, et on va tester pour l'instant, alors on va tester le centre par rapport donc à cette quantité-là. Donc cette quantité, elle correspond ici à, donc c'est RQTL, d'accord? Donc quand on va être inférieur à RQTL, alors pareil, on va voir l'interpénétration ici, hein, mais on ne va pas tester avec 0 parce que ça voudrait dire que voilà, elle a traversé la raquette, ce qui n'est pas bien. Donc déjà, on va faire cette première approximation et on va tester donc si on est inférieur non plus à 0, mais plutôt à RQT. Première approximation, notre bille devrait rebondir voilà, très légèrement voilà, devant la raquette. Donc là, si je rate, vous allez voir, voilà. Donc c'est assez subtil. Donc, on va faire notre petite opération de comparer non plus, oups, je suis ici, non plus ce point, donc bille qui est bille X, mais on va plutôt comparer donc le point qui est ici, qui est, donc on l'avait indiqué tout à l'heure, bille X moins donc bille D divisé par 2. D'accord? Donc là, vous allez voir, on va vraiment être on va comparer vraiment le bord de notre bille avec donc la position ici. Donc on va avoir vraiment un rebond qui va se faire vraiment sur les deux bordures. Donc on y va. On va écrire ici plutôt que bille X. On va comparer donc bille X, c'est ce que j'ai dit, moins donc bille D divisé par 2. Donc là, cette coordonnée-là correspond vraiment au bord gauche de ma bille. Donc on y va, je vais regarder. Ah ben, elle va tout doucement, donc c'est super. Paf. Là, vous avez vu, on est parfait sur la collision. On est vraiment sur la collision, vraiment au bord de notre bille et au bord de notre raquette. D'accord? Donc ça, parce qu'on a tenu compte de la largeur de la raquette et on a tenu compte de la position donc du point à gauche de notre bille. Bon, mais ça, c'est excellent. Alors, je vais le relancer pour que ça aille un peu plus vite. Alors, voilà, position, voilà. Donc là, ça semble marcher. Mais pour l'instant, je ne teste pas en fait s'il y a eu collision avec la raquette. Donc là, si je me laisse ici, vous voyez que le rebond s'est effectué comme si la raquette en fait faisait toute la largeur de l'écran. Donc là, la subtilité, c'est qu'on va rajouter une deuxième condition. Donc il faut que on va dire, allez, le Y de notre bille soit contenu ici à l'intérieur de la zone de notre raquette.
D'accord? Donc, je m'explique. Il faut que quand on arrive ici, au moment où elle rebondit, eh bien, il faut que ici, que le billet Y soit à la fois supérieur donc, à la hauteur de la raquette, qui est ici RQT Y, et à la fois supérieur donc, à cette condition qui est RQTY plus la hauteur de ma raquette. D'accord? Donc c'est un petit peu comme avec le bouton tout à l'heure où on comparait mouse X avec la position de notre bouton et mouse Y avec la position du bouton plus sa hauteur. Mais là, c'est exactement pareil. On va tester si au moment où la bille arrive là, eh bien, son Y est à l'intérieur. D'accord? Donc, on va faire ça et on va écrire cette condition à l'intérieur de la première condition. D'accord? Ça, on a le droit de le faire. On va tester d'abord si la bille est arrivée au niveau de la raquette. Si elle n'est pas arrivée au niveau de la raquette, ben, ce n'est même pas la peine de faire le test, de savoir si elle est entrée en collision donc avec les Y de la raquette. Et si c'est le cas, eh bien, on effectue ce test. Donc, ce test, ça va être if donc bille Y est supérieure à donc j'ai dit la position de la raquette, donc RQT Y, et donc si, donc on teste deux fois, donc exactement pareil, et donc si BY est inférieur à RQT Y plus la hauteur donc, de ma raquette. Et donc c'est seulement dans ce cas-là que j'inverse la vitesse. D'accord? Donc dans tous les autres cas, eh bien, ma bille va traverser la raquette. Donc on va tester ça. Voilà, donc si je ne me déplace pas là, ben, vous voyez que la bille disparaît. D'accord? Donc là, il faudrait traiter le cas où elle disparaît. Donc la stratégie, ça pourrait être par exemple de la remettre au centre, de dire bah voilà, elle a dépassé l'écran, donc bah, ça fait un point pour l'autre personne ou pour le mur, et on remet la balle au centre. Donc là, on va tester, voilà. Donc là, vous voyez que tac, voilà. Si je suis ici, voilà. Donc là, vous voyez, il y a des cas. Donc ça, c'est des cas un petit peu subtils où elle s'accroche en fait à la raquette. Donc il faudrait le traiter, mais on va dire que ça fonctionne plutôt bien. Voilà. Donc si je la rate, hop, j'arrive, mince, j'ai raté. Ah ouais, j'ai pu la rattraper quand même. Donc ça, c'est des cas un petit peu aux limites qu'il faudrait tester, mais ça fonctionne. D'accord? Donc là, on a imbriqué deux conditions. Donc un premier if qui teste si on arrive vraiment au niveau du X de la raquette. Donc si ce n'est pas le cas, bon, on n'a pas besoin de faire le test sur le Y puisque la bille n'est pas arrivée. Par contre, si c'est le cas, donc si on arrive au niveau de la raquette, bien on teste la condition sur les Y. D'accord? Et donc là, le test s'effectue sur le Y de la raquette et de la bille. Donc si on voulait avoir une deuxième raquette, et en fait, il faudrait associer, donc créer un deuxième jeu de variables qui correspond donc à cette raquette. Donc on pourrait imaginer la câbler, pourquoi pas, avec les mêmes mouse X et mouse Y. Donc on pourrait avoir un jeu solitaire de Pong qui ne serait pas forcément hyper intéressant. Et, et refaire un petit peu le même système, mais de l'autre côté. D'accord? Donc on serait plutôt ici dans cette condition. Voilà. Et du coup, on aurait un rebond à droite, à gauche. Donc là, pour l'instant, on n'a pas fait ça, mais ce serait peut-être un bon exercice à faire. OK. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, il nous reste 2-3 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc là, j'étais un petit peu confus à la fin. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez que je vous réexplique rapidement en 2 minutes? Ou ça va pour l'instant? Ouais, je me suis un peu perdu à la fin, moi, perso. Ah ouais, mais moi-même, j'étais pas très clair. Donc, on reprendra ça, je vous réexpliquerai ça un petit peu la semaine prochaine. Donc là, déjà, il y a pas mal de variables. On a quasiment donc 8 variables plus 2, ça fait 10 variables. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre,
Donc là, c'était un peu l'exemple un peu final, voilà, l'exemple un peu complexe, mais pour vous montrer qu'on peut recréer comme ça le Pong un petit peu avec quelques notions. Donc, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette notion donc de if qui permet donc d'effectuer un test sur une condition. Donc, cette condition, ça va être une comparaison ou une égalité de deux choses qu'on peut comparer, évidemment. Donc, là, on a travaillé principalement avec des nombres. Et ensuite, vous avez, donc une fois que cette condition a été réalisée, ben, vous exécutez un bloc de code. Donc, bloc de code qui est situé immédiatement après le if. D'accord. Donc ça, on va le réutiliser, ces conditions. Ça va faire partie un petit peu de voilà, de notre arsenal d'outils qu'on va utiliser après dans les sketchs assez régulièrement parce que bah, voilà, ça va être pratique d'élaborer des scénarios dans notre code et de dire bah, voilà, si j'ai telle condition qui se produisent, on va effectuer telles opérations. Voilà. Donc ça, on le reverra, on va le revoir un petit peu la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, bah, en fait, on va continuer un petit peu sur cette lancée et on va apprendre à gérer bah, plusieurs. Donc, on va travailler avec un système de particules et on va gérer plusieurs billes. Donc, ça va impliquer d'avoir une structure un petit peu particulière ou un type de données un petit peu particulier qu'on appelle les tableaux. Mais pour cela, oui, je vous dis ça, mais on aura besoin d'une autre structure qui s'appelle la structure de boucle. Donc, c'est pardon, une structure qui va nous permettre de non plus de conditionner l'exécution de blocs de code, mais de répéter l'exécution de blocs de code. D'accord. Donc on verra ça la semaine prochaine, boucle for. Et si on a le temps, on essaiera de l'appliquer à un système de particules, sinon ce sera pour la semaine suivante. Voilà. Bon, ben, je vais vous libérer, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, je vais accepter les L3 qui arrivent. Voilà. Juste une petite question, est-ce qu'on a Oui. cours mercredi du coup ou pas? Ah oui, mercredi, oui. Oui, oui, D'accord. il y a rattrape. Alors, je sais pas si c'est apparu sur votre hyper Oui, oui. planning. Ouais, Oui, c'est apparu. Oui, oui, Et bah, bon, je j'ai vous ai vu, dit c'est lundi apparu, ouais. prochain. Ouais, c'est apparu. Et ben donc, non, on se voit mercredi. On se voit mercredi à 8h30. Voilà, donc Ok, ça marche. on Merci. on reverra ça et puis on fera donc les boucles forts. OK? Allez, j'arrête l'enregistrement. Je dis bonjour au L3 qui arrive.